Alors, j'ai pas retrouvé mes parents directement, donc j'ai vu dans quel hôpital j'étais née, puisque je suis née dans un hôpital, donc j'ai contacté cet hôpital. Cet hôpital m'a donné le nom et le prénom de ma mère biologique. Et en gros, j'avais ça et je suis partie en Inde. Ah ouais, d'accord, donc tu as vraiment été sur place en espérant que ça marcherait, et tu les Oui, as voilà. contactés direct en allant sur place. Pas genre tu prends le Voilà. téléphone et tout, non, tu Voilà. as pris le billet Non. d'avion, quoi. Tu t'es rendu Oui, toi-même, voilà. tu leur as parlé, ils Mm. ont retrouvé tes parents, et tes parents, Voilà. ils ont accepté de rentrer en contact avec toi, c'est ça? Bonjour les amis, ici Stan Carré et bienvenue pour cette deuxième interview au journal de bord. C'est une interview dans laquelle une personne me partage une expérience difficile ou une expérience importante qu'elle a vécue dans sa vie. Elle va nous raconter qu'est-ce qu'elle a vécu de difficile, quelles ont été les péripéties qu'elle a traversées et surtout comment elle s'en est sortie et quelles sont les leçons qu'elle en a tirées. Et aujourd'hui les amis, pour cette deuxième interview au journal de bord, je suis avec Angela. Bonjour Angela. Bonjour Stan. Bonjour à tout le Mer- monde. Merci de me faire l'honneur de partager ton histoire sur cette chaîne. Je t'en prie, merci à toi. Et je t'en prie. Angela, elle va nous raconter son histoire et je pense qu'on va commencer maintenant, on rentre direct dans le vif du sujet. Allons-y. Alors Angela, tu m'as dit que tu as été adoptée, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous raconter un peu un petit préambule du terreau dans lequel tu vivais quand ton aventure que tu souhaites nous partager aujourd'hui a commencé? Bien sûr, avec plaisir. Je suis une enfant adoptée, donc j'ai été adoptée à l'âge de 7 mois. Je suis d'origine indienne, mes deux parents biologiques sont indiens et donc j'ai été adoptée par deux parents français, donc en France en fait. Donc tu as été adoptée quand tu avais 7 mois, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc j'ai pas de connaissance de ma culture, de mes origines, ni de ma famille. En fait, j'ai presque aucune information, on va dire. Eh bien, merci pour ton partage, Angela. Et donc, alors, quelle est l'histoire que tu as vécue, que tu souhaites nous raconter? Quelle était, on va dire, la situation initiale? Où commence ton récit? Alors mon récit, moi, il commencerait précisément à un moment où j'ai eu un problème de harcèlement moral dans mon travail et du coup j'ai fait un burn-out et j'ai suivi donc une thérapie d'une psychiatre. Que ce soit avec la psychiatre ou dans mon entourage, tout le monde me disait que le problème était probablement que je ne connaissais pas mon identité, que je connaissais pas mes origines et que probablement la souffrance de l'abandon était vraiment toujours très présente. Donc, on va dire que les professionnels comme mon entourage m'ont un petit peu aiguillé vers le fait d'aller chercher mes origines. Et avant, j'étais pas prête à ça. Donc, à un moment donné, en ayant des connaissances et psychologiques et spirituelles, eh ben, Ouais. les deux mis ensemble m'ont poussé à me dire, bah, là, il faut y aller. Et j'y suis allée, en fait. Tu as subi du harcèlement, tu as vécu un burn-out suite à ce Mhm. harcèlement, et tu cherchais des solutions pour aller mieux, si je comprends. Et donc, à la fois la psychiatre qui t'a accompagné, plus tes proches, ils t'ont aiguillé vers le fait que si tu souffres, c'est probablement lié à une blessure d'abandon qui serait toujours présente et au fait que tu connais pas ta famille biologique et que c'est ça qui génère tes souffrances présentes, c'est ça qu'ils t'ont dit? Oui, totalement. Oui, c'est comment tu reformules l'histoire, c'est totalement ça. J'ai eu des troubles alimentaires, j'ai eu des comportements plus ou moins, on va dire, de crise d'adolescence, entre autres, et Oui. on a toujours mis ça sur le compte sa mère doit lui manquer, c'est ça, quelque chose comme ça. Et même moi, j'étais persuadée à la fin que effectivement, ça devait être cette problématique parce que j'avais essayé de résoudre tous les problèmes annexe et il y avait toujours quelque chose qui coinçait. Et la psychiatre ainsi que mes proches m'ont bien redit fonce, va voir ce qui se passe de l'autre côté. Et là, je me suis sentie prête et j'y suis allée. Ok. Donc t'es allé en Inde à ce moment-là? T'as préparé ton voyage en Inde, c'est ça? Oui, voilà, moi je suis née à Calcutta, dans l'orphelinat de Shitsu Bhavan, qui est l'orphelinat qui a été ouvert par Mère Teresa. Ok. Donc, c'est un endroit qui m'impressionnait dans un premier temps. Donc, ça a été quelque chose de. Il a fallu le poser réellement, en fait. Ok. Ça veut dire que t'as dû maturer la décision et après t'as fait quoi? Tu as décidé de préparer une expédition en Inde, c'est ça?
Oui, parce qu'au départ, je voulais pas rester justement sur des fonds de mon burn-out et d'être un petit peu victime, parce que le burn-out, c'était une forme de victimisation poussée à l'extrême. Et effectivement, j'avais subi quelque chose, mais je voulais sortir d'une forme de victimisation pour justement devenir un petit peu maître de mon destin. Et je voulais pas aller en Inde en étant victime de. En fait, je voulais prendre vraiment les choses en main. Il a fallu que je passe par des étapes de reconstruction grâce à la psychologie et à la spiritualité, là encore une fois. Donc à partir du moment où on t'a dit que c'était peut-être l'abandon qui causait ta souffrance, tu as d'abord fait un travail intérieur pour te reconstruire, Oui, et oui. après ça, tu as entamé cette quête, ce voyage en Inde, c'est ça? Tout à fait, oui, tout à fait. J'ai essayé de me rapprocher de ma culture en regardant des vidéos de YouTube justement sur l'Inde, sur Calcutta, sur Mère Teresa, sur toutes ces choses qui m'appartiennent, qui appartiennent à mon histoire, mais que je connaissais tellement pas en fait. T'as mis combien de temps à travailler sur toi avant de décider d'aller en Inde, à partir du moment où tu as fait le burn-out? Tu vois, quand le burn-out est arrivé, tu es en Inde combien de temps après? Eh ben, clairement, ma réponse est un petit peu en deux temps. C'est que avant de faire mon burn-out, je m'intéressais beaucoup à la spiritualité depuis 5 6 ans, mais c'était une spiritualité un petit peu de comptoir où je prenais un petit peu ce qui m'arrangeait. Ensuite, je suis tombée vraiment dans le burn-out où là, je me suis intéressée vraiment à la psychologie pure. Ouais. Et en parallèle, je sentais que la psychologie, ça allait pas encore assez loin dans ce que je souhaitais. Donc, je me suis intéressée en 2014 vraiment à la spiritualité. Et quand j'ai eu réglé vraiment le côté psychologique, en 2018, je me suis intéressée vraiment à la spiritualité, vraiment l'enfant intérieur. Je suis vraiment allée chercher ce que voulait mon enfant intérieur. Voilà. Si on appelle vraiment le terme, c'est l'enfant intérieur. Je suis allée parler avec lui, ouais. Donc t'as mis plusieurs années à travailler sur toi, et après ça, tu as entamé Mm. un voyage en Inde. Donc d'abord, tu as travaillé à l'intérieur, et après, tu Oui. as voyagé à l'extérieur, c'est ça? Voilà, j'ai fait le plus grand voyage qui était essayer de me connaître, en tout cas commencer ce voyage-là. Et ensuite, j'ai commencé justement à prendre des informations en lien avec mon dossier d'adoption, puisque effectivement, j'avais deux, trois informations. Ce que j'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas d'informations, j'en avais, mais je n'avais jamais mis le nez dedans parce que j'en voyais pas l'intérêt, en fait. Donc, Ah oui, parce que soudainement, c'est la j'ai. question que j'allais te poser, ça, justement. Mais juste avant, je crois que c'est Gandhi qui avait dit que l'homme le plus grand, c'est pas celui qui a fait 100 fois le tour du monde, mais une fois le tour de lui-même, ou quelque chose du style. Il me semble qu'il y a une citation de ce genre, non? Exactement, exactement. Et j'adhère complètement. Mon expérience prouve que, pour ma part, en tout cas, ça a été le cas. Ouais, c'est le plus grand voyage, ça a été à l'intérieur. Ouais. Quelle était ton intention dans ce voyage en Inde, ou tes intentions, peut-être il y en avait plusieurs, et aussi comment tu as fait pour retrouver tes parents et les contacter avant de voyager, enfin voilà, est-ce que tu les as contactés avant de voyager, ou est-ce que tu es allé sur place et là tu es allé à la rencontre, un peu, voilà, si tu peux nous dire quelles sont tes intentions et comment tu as fait pour les trouver et les contacter. Alors, mon intention en allant en Inde, j'avais envie de savoir ce que c'était d'être indienne. Dans un sens, ça paraît, je le dis un petit peu avec un brin d'humour, mais j'avais envie de savoir c'était quoi la culture indienne, c'était quoi être originaire de l'Inde, puisque je mettais sur mes papiers d'identité né en Inde, né à Calcutta, mais je sais même pas ce que ça représente en fait. Ouais. Et avoir des gens qui me ressemblent, ça paraît tout bête aussi, mais moi je me réveille le matin, je vois que des gens à la peau blanche et aller dans un pays où ils ont tous la même tête que moi, c'était important aussi. Ouais. Et j'avais ce besoin d'appartenance, en fait, d'appartenance à un peuple dans un premier temps, d'appartenance à une famille dans un deuxième temps. Mes intentions, c'était retrouver une identité. J'ai 7 mois de mon identité que je connais pas. Et ben, ça paraît tout petit, mais c'est énorme le vide que ça laisse. J'étais en mode un petit peu victime de mon abandon et je voulais transformer ça aussi. Je voulais transcender ça, pas passer de l'autre côté sous forme de résilience en effet, Ouais. me dire mais c'est pas possible, la vie nous veut du bien, donc j'ai pas été abandonnée juste parce que j'étais un vilain petit canard. Donc j'ai voulu aller chercher pourquoi j'avais été abandonnée et comprendre l'amour qu'il y avait dans un abandon, puisque beaucoup de personnes me disaient de toute façon l'abandon c'est un acte d'amour. Alors je voulais le voir de mes yeux Dans dans un certains premier cas, temps. c'en est, dans d'autres, non. Ça dépend de Voilà, l'intention de la personne, je pense, ouais. voilà, tout C'est à comme fait. toute Mais chose. C'est, c'est on peut faire une chose, mais dans plusieurs intentions. On peut tuer, par exemple, pour sauver, on peut tuer pour faire du mal. Ça dépend de l'intention dans laquelle on le fait, quoi. Par exemple, quelqu'un qui va tuer un dictateur pour sauver 1 million de personnes, ben, en fait, il le fait pas dans la même intention que quelqu'un qui va
tuer par sadisme, en fait. C'est pas la même chose. Oui, voilà, voilà. Mais sauf que comme je ne savais rien de mon début d'histoire, je voulais savoir un petit peu. Moi, on m'avait dressé un portrait un petit peu pseudo dramatique, comme quoi j'étais probablement une enfant des rues, une enfant des bidonvilles, une enfant, voire même une enfant d'une fille de joie. Donc quelque part Ouais, un côté pour l'estime de moi, ça a été vachement compliqué de sans l'identité du début de me dire comment je m'estime en fait. J'avais de la confiance en moi, mais pas l'estime. d'accord, ok, oui, je comprends. La confiance en soi, ça va être vraiment le fait que tu sais que tu es capable de faire des choses, que tu Exact. en es convaincu. Et l'estime, c'est la valeur que tu vas t'attribuer, en fait. Le fait, Bah, est-ce c'est que je vaux l'être, quelque c'est chose vraiment ou pas? l'être. Ouais, c'est dans C'est l'être, ça. dans le côté faire, je sais de quoi je suis capable. Pour le mot faire, je sais de quoi je suis capable, mais pour le côté être, j'étais Ouais. paumée et au final, je ressemble à personne. J'essaye de ressembler un peu à ci, un peu à là, mais qui je suis au fait, est-ce que je suis française, est-ce que je suis indienne, enfin, sans parler d'étiquette, parce que je voulais pas me ranger dans une étiquette non plus. Ouais, c'est Mais juste au niveau du sentiment, quoi, de la voilà, connaissance. Et voilà. du coup, les raisons que tu as mises, on va dire, sur ce voyage en Inde, ou qui se sont imposées à toi, ou peu importe comment on l'a dit, mais voilà, les raisons que tu voyais à ce voyage en Inde, si je comprends, c'était d'une part bah, connaître ta culture, déjà, parce que tu connaissais pas la culture indienne dans le vécu. Ensuite, Mm, c'était aussi connaître ta famille de sang, savoir pourquoi ils ont fait cet abandon, comprendre oui. des raisons, les découvrir, savoir qui sont ces personnes, quelle est leur caste, si on peut dire, voilà. Par rapport à la souffrance, on te raconte que ta souffrance, c'est par rapport au fait que tu es abandonné. Et du coup, si c'est vraiment ça ta souffrance, que c'est parce que tu as été abandonné et que tu connais pas les parents, bah, logiquement, en les connaissant, eh bien, ça devrait peut-être s'arrêter, ou de moins, il y aurait quelque chose qui devrait bouger, ou quelque chose comme ça. Donc, tu y allais un peu pour toutes ces raisons-là en même temps, c'est ça? Oui, voilà, c'est de la répétition d'un schéma un petit peu d'abus qui revient tout le temps dans toutes mes relations. Et effectivement, c'est la relation qui est abusive, hein, c'est pas forcément les personnes, c'est les relations que je vivais, que ce soit dans tout domaine, c'était toujours abusif à un Ok. moment donné. Et Angela, dans ce cas, comment est-ce que tu as réussi à retrouver tes parents, à rentrer en contact avec eux de nouveau? Alors, j'ai pas retrouvé mes parents directement, donc dans mes papiers, j'ai vu dans quel hôpital j'étais née, puisque je suis née dans un hôpital, donc j'ai contacté cet hôpital. Cet hôpital m'a donné le nom et le prénom de ma mère biologique. Et en gros, j'avais ça et je suis partie en Inde. Et c'est en Inde que j'ai pu, en allant à Shisubavan, donc l'orphelinat dans lequel j'ai été déposée, en fait, les sœurs sont allées voir à l'adresse. Elles m'ont pas donné l'adresse, mais elles sont allées voir elles-mêmes à l'adresse et si ma mère biologique habitait toujours là. Et c'est comme ça que j'ai pu retrouver la trace, en fait. Ah ouais, d'accord. Donc, tu as vraiment été sur place en espérant que ça marcherait et tu les Oui, as voilà. contactés direct en allant sur place. Pas genre tu prends le Voilà. téléphone et tout. Non, tu Voilà. as pris le billet Non. d'avion, quoi. Tu t'es rendu Oui, toi-même, voilà. tu leur as parlé, ils ont Mm. retrouvé tes parents et tes parents, Voilà. ils ont accepté de rentrer en contact avec toi, c'est ça? Alors là, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais rapidement, en gros, ma famille biologique habitait toujours à l'adresse indiquée, Ok. sauf que ma mère biologique est décédée. Donc, Ah, donc c'est mon oncle qui les a reçus. Lui était un homme qui vit seul en fait et qui est quasiment aveugle aujourd'hui, a ok. accepté de donner l'adresse aux sœurs. Et donc les sœurs, comme s'il y a un côté un peu très catholique chez les sœurs, elles voulaient pas que je voie mon oncle en dehors de l'orphelinat. Donc elles ont convoqué mon oncle à l'orphelinat et moi également. En fait, mon oncle a accepté de me rencontrer et suite à cette entrevue à l'orphelinat avec mon oncle Ouais. et le mari de ma cousine, enfin d'une de mes cousines du coup, comme je repartais en France, pardon, dès le lendemain, ils Ouais. m'ont dit viens donc à l'endroit où vivait ma mère en fait, viens et on va essayer de convoquer tes oncles et tantes qui sont encore ici. Et ton père dans tout ça, parce que tu m'as dit que ta maman est décédée, et ton père, qu'est-ce qu'il en est? Alors mon père, je sais pas grand-chose de lui. Ça me dérange pas plus que ça en fait. Mais Ok. ce que j'ai pu apprendre, c'est que l'histoire entre ma mère et mon père est une histoire d'amour et ça m'a changé la vie, je pense. Ouais, c'est vrai, c'est très Et important à savoir, en effet. savoir que ton père et ta mère s'aimaient vraiment et qu'ils ont fait des choses hors mariage qui n'étaient pas tolérées
en Inde, on va dire. Pour moi, ça m'a énormément touchée et je pense que ça a été la chose qui m'a vraiment aidée pour la suite, ouais, vraiment. Ouais, je peux comprendre. Après, chaque histoire est différente. Mais moi aussi, je suis né hors mariage. Ouais, d'accord. Mon père était marié avec une autre femme hein, et il m'a eu avec ma mère alors qu'il était marié avec une autre femme. Enfin, D'accord. après, chaque histoire est différente. Le ressenti de chaque enfant qui vient de là est différent. Mais voilà, c'est juste pour l'anecdote. Et dis-moi, Angela, tu m'as dit que c'était quelque chose qui a été médiatisé, qui est passé à la télé et tout. Si tu peux me dire un peu comment ça se fait que c'est passé à la télé? Ami, Make, Kuje, Pete, Chai. কলকাতা আর ফ্রান্স ৭,৯২৭ কিলোমিটার দূরত্ব। ফ্রান্সের নাগরিক অ্যাঞ্জেলা কাইলো একদিন জানলেন কলকাতায় তার মা আছেন। এক বর্ণ বাংলা বলতে পারেন না, ইংরেজিও কষ্টের সৃষ্টে। C'est qu'en fait, la personne avec qui j'avais pris contact à l'hôpital où je suis née est un politicien du Bengale assez connu, on va dire. Ce monsieur, il a trouvé mon histoire très touchante. Et depuis, c'est un ami, hein, d'ailleurs, hein, c'est un véritable ami. Et il a tenu à médiatiser mon histoire pour me donner tous les moyens de retrouver ma mère biologique, ma famille biologique. Donc, lui, comme il a plein de réseaux, enfin, lui-même passe beaucoup sur les médias, donc pour lui, c'est rien, quoi, en gros. Oui, donc, il faut juste qu'il en parle un peu dans une de ses différentes apparitions médiatiques. Et voilà. Et toi, ça va t'aider à fond. Lui, c'est pas grand-chose pour lui, en fait. Oui, pour lui, c'était presque une habitude. Hein. Dès qu'il parle de quelque chose, il passe dans les médias. Donc voilà. Donc il m'a permis de vivre ça aussi parce que ça a été une super expérience puisque je suis passée sur toutes les télés du Bengale, si je dis pas de bêtises, et de l'Inde d'ailleurs. En Inde, c'est particulier parce que les médias, en fait, au lieu d'avoir une conférence et tous les médias sont là avec leur micro, on passe un par un. En fait, les médias, on les a un par un. Donc j'ai passé la journée entière à faire des interviews. Ah oui, d'accord. Ok, bah là, c'est une interview de plus avec moi. Voilà, et j'en suis très honorée également. Donc, merci à ce monsieur qui s'appelle Sajal et que je remercie encore aujourd'hui. Et il a fait venir les médias, mais il n'a pas fait que ça. Comme je suis née dans cet hôpital que lui a repris, puisque effectivement, quand je suis née, c'était pas lui le propriétaire. J'ai visité une salle qui, on va dire, moderne pour l'Inde, en tout cas une nouvelle salle qu'il ouvrait, et je l'ai inaugurée dans cet hôpital. Donc ça a été un moment aussi très touchant pour moi d'inaugurer une salle dans l'hôpital dans lequel je suis née, en fait. Waouh, d'accord. Ah bah, c'était un voyage qui était fort de sens. Et aussi, qu'est-ce que tu as vécu sur place? Quelle transformation intérieure ou prise de conscience ou expérience forte émotionnellement tu as pu vivre pendant ce voyage? Tout le monde a été convoqué, enfin, ceux qui ont voulu venir, tout ça. Intérieurement, qu'est-ce que toi, tu as vécu de fort en lien avec cette expérience extérieure? Je vais commencer dès l'arrivée à l'aéroport de Calcutta, c'est que je le raconte, mais je ne sais pas vraiment comment le mettre en mots. C'est quand je suis arrivée, dès que j'ai posé le pied sur la terre indienne, on va dire ça comme ça, à Calcutta en tout cas, j'ai eu comme des crispies sous la peau, des pop-corn un petit peu. J'ai senti que effectivement j'appartenais à ce monde, j'appartenais à cette vie, mais sans savoir ni comment ni pourquoi. Et déjà là, j'ai commencé à me dire c'est bizarre ce qui t'arrive, c'est physique, c'en est presque physique. Et Calcutta étant une des villes les plus pauvres de l'Inde, les plus sales, les plus polluées, les plus ce que tu veux. Et j'ai trouvé cette ville magnifique. Mais magnifique dans tout ce qu'elle dégage, dans sa pauvreté. Dominique Lapierre l'a appelée la cité de la joie, mais je comprends pourquoi. Parce que c'est vraiment. Tu t'es senti à ta place en partie, si je comprends. Ouais, complètement. Et quelque chose se dégageait de cette ville que je n'avais ressenti nulle part ailleurs, quoi. Et qu'est-ce que tu as vécu d'autre à part cette sensation de reconnexion en fait et de résonance avec ce lieu? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager, que tu as vécu dans cette expérience? Mais le fait effectivement de ce sentiment d'appartenance dont je te parlais, qui effectivement se réveiller le matin et voir que des gens qui ont un petit peu la même tête que toi, ça fait plaisir, se sentir effectivement faisant partie on me prenait pour une indienne, on va dire. Pour une Bengali et ça c'est vachement enfin c'est appréciable effectivement, c'est puisque je ressemble à personne ici, ni à mes parents ni à personne et là-bas tu ressembles à tout le monde, on va dire, enfin façon de parler. Il y a des similitudes, ouais.
Il y a des similitudes et ce côté, moi, j'ai toujours été très différente. J'ai toujours eu un décalage, on va dire, dans ma façon d'être et dans ma façon de penser. Mais là-bas, j'avais vraiment l'impression d'être un petit peu comme tout le monde. Et de temps en temps, ça fait du bien d'être comme tout le monde. Oui, je comprends. Surtout quand tu l'as pas été pendant longtemps, ça fait du Ouais. bien. Mm. Petit break pour un flash spécial, que seuls entendront les élus qui ont écouté la vidéo jusqu'ici. Si vous aussi vous avez vécu quelque chose de puissant, si vous avez souffert et surtout si vous avez réussi à dépasser cette souffrance, si vous souhaitez partager une partie de votre histoire dans une prochaine interview journal de bord, c'est possible. Pour cela, il vous suffit de me contacter à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran, et que vous trouverez dans la description de la vidéo aussi. Parlez-moi en maximum 6 lignes de votre histoire. Si je suis intéressé pour la partager, alors je vous recontacterai et nous pourrons échanger plus longuement dessus et convenir d'un rendez-vous pour nous rencontrer et réaliser notre interview journal de bord. Et par rapport à ta quête, on avait dit que tu avais plusieurs quêtes pour aller en Inde. La première, c'était de rencontrer tes parents ou ta famille, de connaître leur histoire. Une autre quête, c'était de connaître la culture du pays, les gens là-bas, de te sentir comme certaines personnes ou comme tout le monde, comme tu m'as dit. Mais tu avais une autre quête, c'était que tu cherchais la cause de tes souffrances qui t'ont amené en burn-out et qui t'ont amené à vivre certaines relations avec des schémas dysfonctionnels répétitifs. Et justement, est-ce que ton voyage en Inde, il t'a aidé par rapport à cette partie de ta quête et comment ? Dans un premier temps, moi, j'ai eu l'impression d'atteindre comme ça, d'un coup d'un seul, une maturité émotionnelle comme jamais déjà. Et je pense que comme beaucoup de personnes, avant de travailler sur soi, on a un petit manque de maturité émotionnelle. On est dans des dépendances affectives, dans des amours un peu possessifs, etc. Et là, j'ai un peu appris à ce qu'était l'amour en fait. À 40 ans, je me suis dit waouh, c'est ça l'amour en fait. J'ai appris à aimer le personnage qui était à l'intérieur de moi. Et parce que c'est pas l'extérieur qui m'a apporté les choses, c'est moi-même qui me les suis apportées. Et grâce à cet amour, j'ai pu encore plus aimer. Et c'est ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, l'amour, c'est on avait tendance à aimer l'autre. En fait, on dit souvent qu'on aime les autres mieux que nous, et en fait, c'est faux. Je pense qu'on peut pas aimer tant qu'on s'aime pas. En fait, ça, j'en suis convaincue. Donc ça t'a appris à t'aimer toi, ce voyage? Comment Oui. il t'a appris à t'aimer toi? En fait, c'est le fait de me rendre compte que j'étais née dans l'amour, je pense, dans un premier temps. Ah oui, Euh, je pense que ça a été énorme. Et savoir en plus que ma famille biologique, même si ma mère n'était plus là, ils aimaient suffisamment ma mère pour me voir et que je n'étais pas l'enfant de la honte ou l'enfant hors mariage ou l'enfant je ne sais quoi. J'étais tout l'inverse en fait. Et ma tante qui est aujourd'hui partie, donc voilà, elle est plus là aujourd'hui, mais celle qui m'a accueillie, quand je suis vraiment allée où habitait ma mère, elle me tenait comme si j'étais un gros bébé en fait, c'est-à-dire qu'elle me tenait mon verre, elle me tenait ma fourchette, elle me tenait donc c'est très particulier comme sensation et je n'étais pas rejetée, bien au contraire, puisque j'aurais pu être pour eux quelque chose de désagréable et pas ouais, du t'aurais tout. pu être un élément perturbateur pour eux, mais en fait, Oui, enfin, voilà. perturbateur de leur train de vie ou quelque chose comme ça, mais en fait non, ils t'ont plutôt accueilli, ils ont été bons, bienveillants avec toi en fait. Est-ce que ce qui t'a appris à t'aimer toi, c'est aussi le fait qu'ils t'ont montré par leurs actions une forme d'amour que tu n'avais pas encore rencontrée, et donc tu as vu que c'était possible d'être aimé comme ça, et donc ça t'a montré que c'était possible que toi-même tu t'aimes comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre ou pas forcément? Ah mais complètement. Complètement, c'est se dire, mais pendant 40 ans, j'ai pas été aimée. Ici en France, je parle. Et c'est ça la prise de conscience, enfin, c'est ça une des prises de conscience que tu as eues par rapport à ton voyage, quand tu m'as dit que tu cherchais la cause de ta souffrance en France et que tu te Ah, disais, mais enfin, qu'on te disait c'est en lien avec l'abandon. Du coup, c'était quoi la cause de ta souffrance en France? Enfin, qu'est-ce que ce voyage il t'a permis de révéler par rapport à ça? ben là, on y est allé ensemble, effectivement, à la cause. C'est Ouais. le fait de me dire, et c'est très dur hein, ce que je dis, j'en ai conscience, mais de me dire pendant 40 ans, d'une, je me suis pas aimée, mais je n'ai pas été aimée aussi en face. Hein. Et quelque part, ça m'a foutu un coup de me dire pendant 40 ans, j'ai vécu à côté d'eux, en fait, à côté de ma vie, à côté de moi. Et c'est cette prise de conscience qui m'a et fait du bien et fait mal à la fois. D'accord, ok. Ça te fait mal parce que bah oui, bah c'est dur de réaliser ça, hein. Ça met un coup que les personnes, on croyait qu'elles nous aimaient, mais en fait, la manière dont elles nous traitent, on se rend compte après avoir goûté le vrai amour que c'en est pas en fait, que c'est pas vraiment de l'amour, c'est ça?
Après, je dirais que c'est peut-être pas de leur faute dans le sens où elles ont peut-être donné le maximum, mais en tout cas, Ouais. moi, mon ressenti est que je n'ai pas eu l'amour au sens émotionnel. J'ai pas eu ma dose d'émotionnel, ça c'est certain. D'accord. Alors moi aussi, ce que j'ai retenu aussi dans cette belle aventure, c'est que de fil en aiguille, j'ai eu que des belles rencontres, que des belles choses, mais ce que j'ai appris de vraiment très 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 important pour moi, c'est le fait que je pensais que mon prénom, il m'avait été mis en Inde par soit ma mère, par je ne sais pas trop qui en fait, puisque mes parents biologiques ont désiré le garder, puisque c'était la seule chose qui me restait de l'Inde. Et du coup, j'ai appris que le prénom Angela, qui est quand même très lourd de sens, m'avait Ouais. été donné par Mère Teresa en elle-même, en fait. D'accord, donc c'est Mère Teresa à l'orphelinat qui t'a vu et qui a dit, qui a choisi le prénom Angela pour toi, c'est ça? Voilà, sachant qu'en Inde, c'est très important. Les prénoms ont beaucoup de signification et ils ne donnent pas des prénoms au hasard, si je puis dire. Donc, si j'ai ce prénom venant de Mère Teresa, en tout cas, moi, je le prends de façon honorable, en fait. Bah ouais, enfin moi aussi, de ce que tu me dis, pour moi c'est quelque chose quand même qui est fort, en fait, c'est puissant. Mm. Enfin, moi je le ressens comme ça en tout cas. Mais ça l'est, ouais. Enfin, c'est un petit peu mon petit trésor, en fait. Je comprends. Bah merci de nous avoir partagé ce petit trésor. Avec plaisir. Et pour ce que tu m'as partagé, je me permets de reformuler ce que tu m'as partagé avant. Donc c'est que si je comprends, pendant longtemps, tu as vécu des relations dysfonctionnelles et des souffrances, et il y a beaucoup de personnes de ton entourage ou des professionnels qui te disaient que la cause de ta souffrance, c'était lié à ton abandon, que c'était le manque, c'était quelque chose d'identitaire en rapport avec l'abandon, tout ça. Donc toi, tu es allé à la rencontre de tes parents biologiques, ou de ta famille biologique du moins, et à ce moment-là, tu t'es rendu compte que si tu souffrais, la principale cause, c'était pas forcément quelque chose lié à une éventuelle blessure d'abandon, mais que c'était surtout parce que tu manquais d'amour sur place en France, et que c'est pas que tu manques de l'amour de tes parents biologiques qui eux-mêmes te manqueraient, mais que la cause de la souffrance en question, c'était plutôt que tu manquais d'amour tout court en fait, et pas d'un amour spécifique. Est-ce que j'ai bien compris? Ah, mais c'est totalement ça, ouais. Là, oui, complètement. Et c'est aussi ce que tu m'as dit en début d'interview, que certaines personnes te disent la cause de ta souffrance, c'est ça, c'est telle chose, c'est l'abandon, c'est le manque. Et donc toi, Mm. tu vas te dire, ok, la cause de ma souffrance, c'est l'abandon, c'est le manque, c'est ça, d'accord. Et donc tu vas chercher à résoudre la cause de ta souffrance là où elle n'est pas localisée. Et donc tu as beau creuser, cogiter dans cette direction le plus possible, vu que la cause de ta souffrance, c'est pas ça, bah en fait, ça fait pas avancer. Et il peut y avoir aussi je ne sais pas si tu as vécu ça, mais pour beaucoup de personnes qui vont vivre ce genre de situation, il peut y avoir quelque chose d'assez dysfonctionnel, enfin le sentiment d'être dysfonctionnel. Parce qu'on se dit, la cause de ma souffrance, c'est ça. On réfléchit beaucoup, on essaye de travailler là-dessus, intérieurement, retourner le cerveau dans tous les sens, essayer d'avoir des prises de conscience, de guérir des éventuelles blessures, spiritualité, tout ça. Mais il n'y a rien qui bouge, et la souffrance est toujours présente. Et on se dit, vu que ma cause de ma souffrance, c'est ça, et que je fais de mon mieux pour la régler, et que j'avance pas et que j'ai toujours mal, en fait, c'est que je dois mal m'y prendre. Alors qu'en fait, c'est juste que tu cherches pas dans la direction, dans la bonne direction, entre guillemets, si on peut dire, qui fait cesser la souffrance. Bah, je te reprends juste 2 secondes. C'est qu'en fait, je suis bien Bien partie sûr. dans la bonne direction, mais en fait, ça fait comme l'effet boomerang. En fait, cette direction, elle m'est revenue dans la figure en me disant, t'es partie, mais en fait, elle était sous tes yeux. En fait, la réponse et ton mal-être, il était sous tes yeux. Il a toujours été sous tes yeux pendant 40 ans. Mais sous couvert d'une certaine forme de loyauté, parce qu'en plus, en tant qu'enfant adopté, on a une certaine loyauté et gratitude infinie, mais Ouais. je pense que tous les enfants ont cette gratitude et cette loyauté envers les parents, et on pense que le parent ne fera jamais de mal, dans tous les cas. Ouais, Et mais les enfants adoptés, c'est encore plus fort parce que tu as le sentiment d'être redevable. Genre, c'est pas oui, des parents de sang, mais ils t'ont quand même occupé de toi et tout. Je pense que ça peut être aussi plus fort, la loyauté, dans ce cas-là. il y a une forme de puissance, c'est vrai, mais je pense que les enfants peuvent subir beaucoup de choses de la part de leurs parents juste par loyauté. Et Oui. moi, ça a été un peu le cas, effectivement, comme si je voulais pas aller toucher à ce domaine-là. En fait, la famille au sens le plus large, ma famille ici en France, je voulais pas y toucher. Oui, on ne touche pas, c'est sacré, je comprends. Enfin, du Mm. moins, c'est ce qu'on peut avoir comme paradigme. Et je veux juste ajouter quelque chose avant de passer au conseil, on va dire. C'est que ce que tu me dis, ça me fait penser à un petit parallèle avec L'Alchimiste de Paolo Coelho. Pour Oui. ceux qui l'ont pas lu, je vais spoil un peu, Mm. mais donc si vous comptez le lire, bah voilà, vous pouvez avancer de 2-3 minutes dans la vidéo. Mais dans L'Alchimiste, en fait, il fait un rêve, et dans ce rêve,
il rêve qu'il y a un trésor et qu'il faut aller en Égypte pour trouver ce trésor. Et il fait ce rêve quand il est dans une sorte d'église cassée avec un arbre à l'intérieur. Il va jusqu'en Égypte, il vit toute une aventure pour trouver le trésor à l'endroit indiqué par son rêve. Et il commence à creuser et il rencontre un brigand ou un contrebandier dans les sables. Et le mec lui demande « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu creuses dans le désert ?» Et il répond « Je creuse dans le désert parce qu'une fois j'ai fait un rêve et mon rêve m'a dit qu'il y avait un trésor caché à cet endroit. » Et ensuite le brigand, il dit à ses amis qui allaient l'exécuter, il dit « Laissez-le vivre, il est fou. Moi aussi un jour j'ai fait un rêve et ce rêve me disait qu'il y avait un trésor caché dans une église avec un arbre à l'intérieur. Et comme il est fou, on va le laisser se rendre compte que son rêve c'est de la merde en gros. » Et du coup le héros, il a compris qu'en fait le trésor, il était sous ses pieds depuis le début, en fait. C'est là où il a fait le rêve que le trésor était enterré. Et comme tu as dit, la cause de la souffrance, pour toi, en fait, elle était sous tes yeux depuis le début, mais tu es allé à l'autre bout du monde, on va dire, pour le voir aussi. Et après, ça t'a amené des prises de conscience quand tu es revenu dans ta vie en France. Oui, c'est complètement ça. Et ça me fait penser à un proverbe hindou aussi qui dit quelque chose genre que les dieux, pour pas que l'homme puisse trouver le trésor, justement, ou l'amour de soi, peu importe comment on l'image, ils vont le cacher à l'intérieur de l'homme pour être sûr que l'homme ne le trouve pas. Et effectivement, c'est un peu ça. C'est que là, pour ma blessure, en fait, je suis allée effectivement chercher à droite, à gauche. Et au final, c'était même pas tant la blessure d'abandon, c'était peut-être la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, je ne sais pas. Mais l'abandon en lui-même, non. Non, clairement. Oui. Merci pour ce partage, Angela. Et j'ai encore, on va dire, 2 dernières questions à te poser. La première, c'est ce que je vais appeler le conseil arrêt de bus. Ce que j'appelle le conseil arrêt de bus, c'est admettons, t'attends de bus, ça fait longtemps, ton bus c'est en retard. Et là, il y a une fille qui s'assied à côté de toi et elle te raconte un peu quelque chose qui ressemble beaucoup à ton histoire, du moins dans ses souffrances, qu'elle souffre aussi en lien avec sa famille, qu'elle se pose beaucoup de questions. Et est-ce que tu aurais un conseil d'ami à lui donner pour l'aider à y voir plus clair? C'est un conseil sans pression, on ne cherche pas un conseil absolu, hein, juste voilà, une petite recommandation tirée de ton expérience. Si je devais donner un conseil à quelqu'un, je dirais apprends à t'aimer parce que c'est la seule chose qu'on nous a pas appris dans la vie en fait. Et en fait, on croit que l'amour c'est comme ça, c'est quelque chose, mais en fait, je pense qu'il faut l'apprendre. Ouais, c'est pas une Et compétence innée pour tout le monde, c'est ça, il faut même apprendre à la maîtriser. même pour personne, je dirais, en fait, je pense que justement, on fait fausse route enfin, c'est mon opinion, hein, on fait fausse route à Ouais. croire qu'on sait aimer parce qu'on est avec quelqu'un ou parce qu'on a de la famille, mais je pense que chaque relation s'entretient, la relation avec soi s'entretient, tout s'entretient et qu'on n'entretient pas suffisamment tout ça et que apprendre l'amour, je pense que c'est comme apprendre à l'école, comme apprendre au fil de sa vie, c'est quelque chose que personne ne connaît et que euh, c'est ce qui résout pour moi on va dire la majorité des soucis, ouais. Ok. Merci pour cette leçon tirée de ton expérience vécue. Pour moi, c'est le plus riche à partager les leçons qui sont tirées de l'expérience de vie. C'est pour ça que je pose cette question dans l'interview au journal de bord. Et la dernière chose que je souhaitais te demander, Angela, avant de clore cette interview, c'était, ah oui, les personnes qui regardent cette interview, si vous voulez les amis, et que vous aimez bien ce type de vidéo, le parcours de vie, le parcours de résilience des personnes, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche à côté pour être notifié des prochaines vidéos. Et du coup, Angela, la dernière chose que je souhaitais te demander, c'était comment tu vis, qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de toi et qu'est-ce qui a changé à l'extérieur, si tu souhaites partager dans tes projets, suite à ce que tu as vécu, voilà, quels sont les changements que tu as fait dans ta vie privée ou professionnelle ou émotionnelle, comme tu veux, et aussi est-ce que tu as des projets que tu souhaiterais nous partager? Merci pour cette question parce qu'effectivement, c'est un grand tout. En fait, j'ai donc, comme je t'expliquais, appris à m'aimer. Donc, j'ai plus aimé mieux, aimer vraiment vrai, pas aimer dans la possession ni la dépendance, vraiment, vraiment l'amour. Et j'ai appris à faire partie d'un tout aussi. C'est-à-dire que j'ai cassé un peu l'ego. Donc, je fais partie d'un tout. Aujourd'hui, j'ai des projets, mais qui seraient effectivement par rapport à moi, mais pour aller vers un tout. Partager, par exemple, mon expérience avec toi, c'est quelque part aussi donner la chance aux gens de se reconnaître dans mon discours, qui soit, enfin, c'est pas
pas forcément par rapport à l'adoption, mais par rapport à une histoire de vie. Aller plus vers le collectif. Je ne sais pas encore comment. Je n'ai pas encore vraiment de plan. Maintenant, j'ai appris à m'autosuffire, donc je peux aller donner vers l'extérieur. Mais je pense que tant que je m'étais pas donné assez, je pouvais pas aller donner à l'extérieur. Et aujourd'hui, mon rêve, dans un sens, si j'en avais un, ce serait de devenir très, très, très riche. Non pas pour moi personnellement, mais je pense que c'est effectivement avec des richesses financières, je pourrais avoir plein de projets dans le monde et pas que en France, mais un petit peu partout en fait. Ouais, des projets pour contribuer au bien-être de plein de personnes, en fait. Voilà, L'argent mais comme un moyen de faire le bien, c'est ça? sans être dans une dynamique de sauveur non plus, parce que ce côté-là, j'aime pas trop, mais pouvoir effectivement participer à en fait ce qui se passe, me permettre de vivre un petit peu plus en autosuffisance aussi pour pas laisser trop de traces néfastes sur Terre. Les Ouais. animaux me touchent aussi, les humains me touchent beaucoup aussi. Mon projet, ce serait d'aller dans les orphelinats, en fait, de faire passer dans des orphelinats et d'apporter de quelque chose qui ne s'achète pas, c'est-à-dire donner l'espoir aux enfants, en fait. Et t'as besoin d'argent pour ça? Pour voyager, oui. Et il y a une Mm. idée qui m'est venue pendant que tu me dis ça, et c'est totalement improvisé, hein, j'y ai pas pensé avant de faire ce live. L'idée, c'est que si un riche donateur passe par là, si vous avez, je sais pas moi, quelques millions, quelques dizaines de milliers d'euros en trop, même quelques milliers en trop, par hasard, hein, on ne sait jamais, eh bien, je mettrai l'adresse pour faire un don à Angela, si jamais vous en avez envie, sous la vidéo. C'est une adresse PayPal, c'est ça, Angela? Oui, c'est ça, totalement, oui. Oui, j'ai un Oui, parce PayPal. qu'on était un peu en aparté avant, j'ai posé la question à Angela, j'ai fait une petite pause juste avant. Donc voilà, quand l'idée m'est venue. Donc je vais mettre l'adresse PayPal sous la vidéo, si quelqu'un souhaite faire un don. Et voilà. Angela, on va conclure cette interview, comme comme on a déjà passé un peu de temps dessus, le discours était riche. Eh bien, déjà, je te remercie grandement d'avoir partagé ton histoire et ton parcours avec le journal de bord sur cette chaîne. Non, moi, je voulais te remercier vraiment très personnellement parce que effectivement, tu fais preuve d'un respect, d'une bienveillance et de quelque chose qui résonne en moi. Et effectivement, si je me suis adressée à toi, je te confie mon histoire dans un sens. C'est parce que pour moi, t'es la personne à qui il fallait que je la confie. Donc, c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment sincère et je sais que ceux qui te suivent ont sûrement la même image que j'ai, mais je pense que tu es vraiment quelqu'un qui nous apporte beaucoup, en fait. Donc, j'ai envie de te redonner tout ce que tu m'apportes sous cette forme-là, en tout cas. Eh bien, avec grande joie, Angela. Et oui, je fais mon mieux pour apporter le meilleur contenu au niveau du fond et de la forme aux personnes qui regardent mes vidéos, en effet. Et, Et ça se eh sent bien, et je te remercie, ouais. eh bien, je t'en prie. Et merci pour ce retour, Angela. Eh bien, merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, Angela. Et pour les personnes qui regardent cette vidéo, sachez que si vous souhaitez avoir mon accompagnement sur votre parcours de vie, que ce soit pour dépasser un blocage, pour traverser une période de transition, une période difficile, ou pour dépasser une émotion de souffrance récurrente, je propose un accompagnement en coaching pour ça, par Skype, téléphone ou Messenger. Et il y a le lien dans la description pour me contacter, et je fais de mon mieux pour vous aider à chaque entretien à avancer par la compréhension, par l'action, par trouver des réponses à vos questions, ou par le travail sur soi, à l'aide de la sophrologie. Il y a le lien sous la vidéo pour me contacter. Et sur ce, chère Angela, merci à toi pour tout. Et je propose qu'on se laisse et qu'on souhaite une bonne journée aux abonnés. Je souhaite également une bonne journée à tous les abonnés. Je remercie tout le monde pour avoir regardé cette vidéo et toi, évidemment, ça va sans dire. Avec grande joie. Au revoir les amis, à bientôt. À bientôt.